Je me suis pété la rate à force de pleurer. Mais qui ne l'a pas pleuré? Même les pierres ont pleuré. J'ai pleuré Rafik Hariri plus que je n'ai pleuré mon père. Parce que ce n'est pas juste qu'on te prenne ton âme comme ça, malgré toi, alors que toi, tu as encore de l'espoir dans la vie. Tu luttes, tu travailles et tu ris. Et tout d'un coup, on tue ton espoir et ton ambition. Qu'est-ce que tu deviens si on te tue ton espoir? Tu exploses et tu te brises. Imagine alors quand on nous prend la personne en qui on a mis tout notre espoir. L'avenir du Liban était entre ses mains. Et c'est le Liban tout entier qu'on a tué. Une semaine ou 10 jours après, on est revenu au camp. On avait peur. Le miaulement d'un chat était capable d'effrayer les gens. On croyait qu'ils allaient revenir nous massacrer et on était prêts à fuir. Il faisait sombre. Vous savez, c'est peut-être à cause de la peur, mais je n'ai jamais vu une nuit plus sombre. Elle était très sombre, trop sombre. Peut-être parce qu'on avait peur, peut-être parce que j'étais une enfant, mais je sentais qu'il faisait très sombre. On était effrayés, et je pense qu'on l'est resté longtemps. Mais ce qui était beau, c'est que les gens restaient ensemble. Par exemple, on dormait les portes ouvertes, surtout qu'il n'y avait pas de jeunes hommes dans le camp. Il n'y en avait plus. Ainsi, portes ouvertes, s'il arrivait quoi que ce soit, on aurait pu fuir avec les voisins. Je me souviens souvent du massacre, et j'en souffre. J'imagine que si c'était un avion qui m'avait bombardé, je n'aurais pas vu le visage de mon assassin. Je n'aurais pas pu. Pendant le massacre, malheureusement, je l'ai vu, il m'a vu, et il m'a tué. Mon frère a accouru comme s'il était témoin d'un désastre. Comment vous l'expliquer? Il avait perdu l'esprit. Il nous a dit de ne pas sortir du moulin, qu'ailleurs dans le camp, tout était sans dessus-dessous, que les miliciens chrétiens massacraient les gens, qu'ils commettaient des horreurs. On ne pouvait pas fuir du camp, il n'y avait aucune issue. Il criait « Sortez de là, bande de... » Des miliciens se cachaient le visage. Les uns avaient des kalachnikovs, d'autres des haches de guerre. Ils portaient différentes armes dans leurs mains. Ils nous ont fait sortir par une porte coulissante en fer et on a quitté le moulin. On a vu les morts par terre, égorgés comme des moutons. Pour marcher, il fallait être sur la pointe des pieds. Ils enlevaient les belles filles. Dieu sait ce qu'ils en faisaient. On a entendu dire que l'une d'elles était revenue. Ils l'avaient violée, ils l'ont ramenée. Ils en violaient d'autres et les jetaient dans le feu. Il y avait des flammes partout autour de nous, comme si on était au cirque. On s'est dit qu'on allait tous mourir là. Avec moi, il y avait ma nièce qui avait 13 ans à l'époque et une autre nièce qui en avait 15. On a eu tellement peur pour elles qu'on leur a dit de se frotter le visage avec de la boue pour qu'ils ne les prennent pas. Ils assassinaient à la carte d'identité. Pas la bonne confession, t'es mort. Ils criaient, « Viens ici, fils de pute !» Mon mari, parce qu'il portait des bottes, ils lui ont dit, « Toi, tu es équipé, tu es un combattant. » Mon mari, le pauvre, n'était ni combattant ni rien du tout. Il n'était même pas d'un parti, croyez-moi. Dans la famille, seul mon frère était un militant. Mais ni mon neveu, ni mon second frère, ni personne chez nous n'était armé. Ils ont tué les gens sans aucune raison. Ils n'ont épargné personne. C'est quoi ma faute? Je suis coupable d'être née, c'est ça? Qu'est-ce que je peux y faire? Voilà, c'est tout. Et puis la vie a continué. J'avais 23 ans quand mon mari a disparu. Ça a été très dur, on a vécu avec l'espoir du lendemain. On les attendait dehors en se disant qu'ils allaient revenir. Demain, ils reviendront, après-demain peut-être.